Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de ce qui commence à engendrer chez tous les Sénégalais des souffrances accompagnées d'angoisse au-delà du supportable. Cette conférence de presse ou toute autre manifestation ayant le même objectif aurait pu se tenir n'importe où dans le pays, car nous partageons le même destin quand il s'agit de nous nourrir, de nous soigner, de nous loger, de nous déplacer, de disposer d'un environnement sain, d'étudier, j'en passe et des meilleurs. De fait, le front social est en ébullition. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende des revendications venant des consommateurs, des ménages, on a entendu tout de suite des exemples, des enseignants, des étudiants, des pêcheurs, des artisans, des paysans, des personnels de santé, etc., etc. Face à cette situation, lassés des discours sous les chaumières et des grandes places comme nous avons l'habitude de le faire, nous, citoyens mbourois, avons choisi de nous exprimer haut et fort devant tous les Sénégalais. Ce faisant, nous portons la voix de 17 millions de Gorgorlou. Nous pensons que notre devoir de citoyen doit dépasser les rendez-vous électoraux et inclure de s'indigner à haute et intelligible voix, et quand il le faut, et en plus de nous engager dans des actions citoyennes qui visent à améliorer la vie des Sénégalais. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur deux sujets, la vie chère et les inondations. S'agissant de la vie chère, je commencerai par parler comme le juge Kéba Mbaye qui disait « Monsieur le Président, les Sénégalais sont fatigués ». Donc, les pères et mères de famille courent toute la journée pour trouver de quoi se payer à manger correctement, payer leurs factures d'eau et d'électricité quand ils disposent de ces services, essayer de trouver un toit pour leurs vieux jours, M. Amadou Ndiaye a parlé tout de suite de coût de ciment, envoyer leurs enfants à l'école dans des conditions correctes, et quand la maladie frappe le foyer, elle s'accompagne du désarroi profond dès lors qu'il faut payer des ordonnances, des analyses ou des hospitalisations. Dans le même temps, le chômage est massif et les jeunes éprouvent des difficultés énormes pour trouver des travails avec ou sans diplôme. À ces maux endémiques s'ajoute une hausse forte et régulière de toutes les denrées, notamment celles de première nécessité. Avec 10 à 15% d'inflation, les prix ont pris l'ascenseur. Aux dernières nouvelles, le sac de 50 kg de lait est passé de 46 000 à 52 000 francs. Le sac de riz est passé de 12 000 à 15 000 francs. J'ai entendu même 17 000 tout de suite. Le sac de sucre, le kilo de sucre est passé de 600 à 700 francs. La viande de bœuf est passée de 2 800 à 3 800. Le pain, en gardant le même prix, a vu son poids diminuer. La tonne de ciment est passée de 65 000 à 68 000 francs. Le fer aussi. Les transports à cause des inondations, ce qui fait que les transports sont tronçonnés, rajoutant le prix. Même certains médicaments, notamment ceux prescrits aux femmes enceintes comme le fer, ont vu le prix augmenter. Quant à l'eau, les factures commencent à être salées pour le père de famille. On peut citer beaucoup d'autres produits, comme le souligne l'Agence nationale de la statistique dans son rapport du mois de juin. Cette vie chère, les Sénégalais la subissent depuis longtemps, mais ces temps-ci, elle dépasse l'entendement sous un silence assourdissant des autorités. Jusqu'ici, nous n'avons constaté aucune mesure d'envergure venant des gouvernements pour faire face à ce fléau. Nous n'avons pas entendu aussi
les députés lui demandaient des explications et montraient qu'ils sont des vrais représentants du peuple. Pourquoi ce silence? Ce n'est pas parce qu'on est dans le camp du gouvernement qu'on ne subit pas les difficultés, on devrait les entendre beaucoup plus fort. Alors, que ce soit les conseils ministériels, le Conseil national des prix, la relégation des causes à des facteurs externes et l'impuissance, ce sont les seules réponses qu'on nous apporte pour expliquer cette flambée des prix. Pourtant, en 2012, quand le président Macky Sall venait d'arriver, les causes profondes de la cherté de la vie avaient été diagnostiquées et des solutions vendues dans les programmes de gouvernance. Tout le monde a lu le programme, a entendu les déclarations en 2012. Mais ce qui manquait, c'était les outils d'évaluation qui auraient permis de suivre les programmes et les promesses du chef de l'État. Nous sommes en 2021. Les origines de cette augmentation peuvent être décryptées. Elles sont dans l'absence d'homologation avec contrôle des prix de certaines denrées, marquant ainsi des manquements graves de la part d'un État. En 2020, nous avons eu le Covid, comme tout le monde. Et le Sénégal est un pays pauvre où il n'y a pas d'industrie, où on importe presque tout ce qu'on consomme. Alors, le secteur dit informel capitalise pratiquement tout ce qu'il y a comme main-d'œuvre dans ce pays, avec 90% des emplois. Quand le gouvernement choisit en période de Covid, par mimétisme, de confiner totalement le pays pendant des mois et d'aller chercher 1000 milliards pour soutenir l'économie, ça a un coût dans le budget. Et les comptes publics le ressentent aujourd'hui que nous sommes en 2021. Et pourtant, malgré toutes ces mesures, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. À côté de ça, des sommes colossales, des montants énormes ont été dépensés pour bâtir des infrastructures telles que des stades ou des choses. Cela relève plus du prestige que de besoins essentiels. Mais comment peut-on comprendre dans ces conditions qu'on nous dise qu'on a acheté un avion qui basiquement coûte près de 60 milliards sans les arrangements qui seront faits là-dedans, qu'on achète un bateau pour faire la navette entre Dakar et Gorée au service de la présidence. C'est incompréhensible. Tout ceci pour dire que ce sont des choix politiques, économiques et financiers qui ont produit de l'endettement. Et aujourd'hui, notre problème, pourquoi la vie est chère, c'est parce que nous sommes endettés jusqu'au cou. Et en tant que père de famille, on sait ce que c'est quand on est endetté et qu'on a emprunté partout, on n'a plus nulle part pour aller chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à la famille de se serrer la ceinture. Eh bien, c'est ce qui nous arrive. C'est nous la variable. Parce que ce soit le FMI, la Banque mondiale et toutes ces institutions, ils sont en train de regarder le Sénégal et de surveiller l'endettement. Donc, ils peuvent se passer de notre avis, mais l'avis de ces bailleurs, ça compte. Les résultats sont sans appel. Le gouvernement ne dispose pas de marge de manœuvre et fait supporter cette lourde charge à la population. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes et se demandent des fois, est-ce qu'ils ont un président? En tout cas, qui les considère comme étant des citoyens du pays. Devant cette situation, le minimum attendu par les citoyens de la part du gouvernement serait d'accorder plus de considération et d'empathie au peuple et à chaque citoyen qui vit ce sentiment de désolation et de fatalité. Pour commencer, le président pourrait parler au peuple. Ça, il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Et montrer sa compassion et sa solidarité. Il pourrait aussi appliquer les recettes de 2012 parce qu'en venant, il nous avait expliqué où étaient les maux et comment les soigner. Il nous avait parlé de suppression de certaines taxes.
Ce qu'il a fait ces jours-ci avec les 40 milliards, je pense qu'il l'a fait ce matin, ça va profiter aux importateurs et aux commerçants. Et ça aussi, c'est d'un leurre, c'est pour tromper les gens. En 2012, il nous avait dit qu'il allait enlever les institutions qui ne servent à rien. Il avait parlé de diminuer le train de vie de l'État. Il avait parlé de l'OFNAC en disant l'OFNAC c'est pour nous. Ceux qui détournent, on va leur demander des comptes. Eh bien aujourd'hui tout ça, on n'en voit rien. Il devrait aussi prendre des mesures fermes parce qu'il y a des commerçants qui profitent de ce système. Vous allez dans un quartier, une boutique vend à un prix, la boutique plus loin vend à un autre prix, alors que ce sont des denrées de première nécessité. Je dis que ce n'est pas normal. Et pour finir, il y a la fiscalité. Parce qu'il y a beaucoup de défiscalisation pour les grandes entreprises. Et tous ceux qui ont des petites sociétés, les artisans, les pêcheurs, et tous peuvent vous le dire, l'État vous demande de payer toute la fiscalité. Alors que les entreprises minières, les multinationales qui arrivent chez nous, même le permis de conduire qui a augmenté, on n'en parle pas beaucoup, mais ça va venir, a vu la société française qui a gagné le marché ne pas payer de TVA au moment où on augmente les prix. Donc, s'il faut chercher de l'argent, on peut dire qu'on peut aller chercher de l'argent quelque part. Donc ça, c'était pour tout ce qui concernait la vie chère et le train de vie de l'État. S'agissant des inondations, les images des quartiers inondés et leurs conséquences sur la vie des familles impactées sont insupportables. Comment expliquer qu'en 2012, 766,9 milliards avaient été annoncés pour financer un plan décennal de lutte contre les inondations et voir qu'avec seulement 2 à 3 mois de pluie par an, des quartiers entiers se retrouvent coupés de leur commune. Les eaux entraient dans les maisons jusque dans les chambres à coucher. Les fosses septiques dégorgées. Les marchés se transformaient en pataugeoires. Pour rappel, en 2012, le président avait dissolu le Sénat pour disposer de moyens supplémentaires pour lutter contre ce problème. Alors pourquoi aujourd'hui on n'en fait rien? Ici à Mbour, tous les quartiers, on peut citer zone Sonatel où habite Ramata qui est à côté de moi, Mbour Serer, Baïdek, Guy Mourid, Poulaye, Espagne, tous les quartiers sont touchés d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes en 2021. Il n'y a pas que Kermassar au Sénégal. On entend des montants colossaux dépensés et ces gens ne rendent pas de compte et nous restons dans la même situation. Donc la réalité, c'est qu'avec ces centaines de milliards qu'on nous annonce, aucune infrastructure d'envergure n'a été construite. On ne fait que colmater avec des motopompes, des camions hydrocureurs, des bassins rétention sans surveillance, des plans hors sec dont on se demande en quoi c'est devenu des plans d'urgence. Par contre, ces crises ont créé des milliardaires, et nous les avons vus, surtout à Moura, qui sont assurés, ces milliardaires, de ne jamais rendre de compte tant qu'ils emportent des élections dans leur localité, parce que le président avait dit mot pour mot, si vous ne remportez pas vos élections, je vous enlève, vous ne restez pas à vos postes. Dans ce contexte, on nous annonce hier qu'un nouveau plan d'assainissement 2023-2033 est à l'étude, sans nous présenter un rapport crédible du précédent plan de près de 760 milliards. Et cela relève d'un profond manque de respect de l'intelligence des Sénégalais que d'annoncer encore de l'argent à mettre dans les inondations. Donc le phénomène des inondations est devenu banal et s'inscrit dans le feuilleton de désespérance des citoyens. Le prix de cette désolation en matière de cadre de vie, de santé morale et physique est énorme. C'est une question nationale, mais elle est surtout urbaine. Parce que dans les zones rurales, quand il pleut, c'est la bénédiction. C'est nous qui avons des problèmes. Et pourtant, on sait que dans les villes, les populations augmentent. Donc les besoins augmentent,
et pourquoi on n'anticipe pas dans les plans d'aménagement. Donc des promesses, de bonne communication et quelques sacs de riz ne pourront pas faire avaler la pilule de citoyens de plus en plus fatigués. Alors qu'un bon choix, l'assainissement, l'aménagement des sites avant que les gens n'y habitent, des études topographiques, des circuits d'évacuation, des eaux de pluie permettront certainement de limiter les dégâts. Si en plus les zones d'habitation sont pourvues d'infrastructures de base, de voiries bitumées et de bonnes canalisations, d'adduction d'eau et d'électricité bien réparties, ce serait vraiment excellent pour le Sénégalais. Il est important d'arriver à une gouvernance réellement décentralisée de toutes ces questions et moins politisée et plus technique. Il faudrait aussi que l'entretien des ouvrages ainsi que l'éducation des populations qui jettent par exemple toutes sortes de choses dans les canalisations, que ce soit fait. Tout cela permettrait de régler ces problèmes. Je vous remercie.